Notre sujet, c'est l'open source en pratique, comme je le disais. D'abord, on va faire un rappel de la première session, assez rapide. Ensuite, on va préciser ce qu'est notre sujet pratique aujourd'hui, donc ce que j'ai appelé les cartes minutes vélo. Et ensuite, on va essayer de trouver un générateur de ces cartes pour l'exploiter et créer de nouvelles cartes. Et pour ce faire, on va contribuer via GitLab ou GitHub. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc, dans la session 1, on a défini très rapidement ce que voulait dire l'open source. Donc en gros, la définition minimum, c'est à partir du moment où un code source est ouvert, un code source qu'on peut lire et utiliser d'une certaine façon, c'est open source. Et ensuite, il y a plein de façons de l'utiliser différentes, dont des contraintes liées aux licences. Donc ensuite, on était allé regarder comment chercher et trouver un projet open source existant ou en créer un si rien n'existe. Donc, comment on initie un projet open source. Et le sujet suivant, c'était comment estimer l'intérêt d'un projet quand on en a trouvé un. Donc, se poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dessus en ce moment? Est-ce qu'il est actif? Et est-ce qu'on aura du soutien si on veut travailler sur ce projet? Donc j'ai mis des liens sur la présentation vers la vidéo de la session 1 pour rattraper. Donc c'est 30 minutes plus quelques dizaines de minutes de questions et le script de la session 1. Donc c'est aussi une présentation. En gros, le résumé de cette session 1, c'est ça. Donc pour contribuer au projet open source, on utilise Git. Donc Git, c'est un logiciel très austère en ligne de commande. Et heureusement, des entreprises ont développé des surcouches à Git qui rendent ça beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à utiliser. Donc, notamment GitHub et GitLab, les deux principaux. Donc, c'est une interface web qui permet de faire tout ce que j'ai mis en vert à droite. Donc, ouvrir des tickets pour, par exemple, faire des remarques, remonter des problèmes, explorer le dépôt et donc tous les fichiers associés, utiliser de la gestion de projet du style Kanban, utiliser un wiki, etc. Donc plein de choses qu'on va justement étudier aujourd'hui un peu plus en détail et utiliser aujourd'hui surtout. Voilà, donc en gros, on va contribuer à un projet GitLab aujourd'hui. Je suis très content d'avoir trouvé le projet qui nous intéresse aujourd'hui sur GitLab. Ça complète ce que je disais dans la session 1 où j'ai parlé beaucoup de GitHub. Les deux sont des entreprises américaines, je crois, des grosses entreprises. La différence, c'est que GitLab est open source. Donc, contrairement à GitHub, donc aujourd'hui, on va travailler sur une interface web qui est elle-même open source. Voilà, donc notre objectif, c'est de travailler pour réaliser ce genre de cartes que j'appelle les cartes minutes vélo, donc qui permettent de se rendre compte que on peut se déplacer d'un point représentatif d'une ville, donc par exemple ici euh, place de la Concorde à Paris, à un autre en un temps assez rapide en vélo. Donc souvent plus rapide que ce qu'on a en tête. Enfin, c'est pour ça que je trouve ces cartes intéressantes. J'ai l'impression qu'on surestime naturellement le temps de déplacement en vélo. Alors, cette carte a été popularisée par Le Parisien pendant les grèves de 2019, à ma connaissance en tout cas. Elles existent depuis bien longtemps, mais elles ont fait l'actualité récemment. Et comme d'habitude, on retrouve Paris en premier lieu. Donc les cartes ont été publiées sur l'exemple de Paris. Ça, c'est assez typique de la France. Et les autres villes viennent après, si elles viennent. Heureusement, elles sont venues. Donc on a aujourd'hui Rennes, Orléans, Sophia Antipolis, Charleville-Mézières, sûrement d'autres que j'ai pas repérées. Et étant donné qu'il y a 40 000 communes en France, on peut quand même considérer que c'est dommage qu'il n'y en ait que 5 ou 6. J'étais très agréablement surpris de voir qu'il y a 2 jours, une association de vélo a sorti une de ces cartes pour Lyon avec un style un peu différent et très sympa. Ils ont notamment divisé la carte en plusieurs sections. Donc là, on voit Lyon-Ouest, donc la partie proche de Fourvière, en tout cas tout l'arrière de Fourvière. Voilà, donc il y a plein d'initiatives de ce genre. Alors je regarde.
rapidement la conversation. Ça marche. Hop. Pardon. Donc, on a deux solutions pour faire ce genre de carte. La première solution, c'est simplement de le faire à la main. Enfin, quand je dis à la main, c'est en utilisant des logiciels de création graphique comme GIMP ou Inkscape. Donc, plutôt Inkscape. Inkscape permet de faire du vectoriel, c'est-à-dire qu'on crée des formes, ici des segments, et on peut zoomer à l'infini sans que ça dégrade la qualité de la carte. L'autre solution, c'est celle de coder ce genre de carte. Et donc l'avantage, c'est que c'est automatisé, donc on n'a pas à faire beaucoup de choses à la main. On va choisir évidemment cette solution pour cet atelier, c'est le but de travailler sur un projet de code. Et il ne faut pas non plus mettre de côté la solution 1 parce elle permet souvent de faire des choses plus belles, des choses complètement personnalisées, mais elle est plus laborieuse. Donc, première solution pour trouver ces cartes vélo, c'est de faire une recherche Google Images. Donc là, je vous apprends rien. Pourquoi Google Images? Parce que Google Images, contrairement à Google Search tout court, fait remonter un peu mieux les résultats récents. D'ailleurs, on peut remarquer là que le deuxième lien, c'est la Fabrique des mobilités. On retrouve cette carte du Parisien que j'ai mise dans les slides. Et on retrouve cette carte d'il y a 2 jours de Lyon. C'est comme ça que j'ai trouvé. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de chercher avec le mot-clé générateur de cartes en vélo pour vraiment trouver un générateur et non pas une carte d'une ville. Et là, malheureusement, quand on fait cette recherche, il n'y a pas grand-chose. On tombe sur les résultats classiques d'itinéraires vélo comme GeoVélo, calculitinéraire.fr, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut créer des cartes, pas juste faire un calcul d'itinéraire tout court. Et là, on se rappelle ce qu'on s'était dit lors de la session 1, c'est qu'il suffit de rajouter le mot-clé magique GitHub dans la recherche pour trouver un résultat. Donc là, en cherchant ça sur Google, on tombe directement sur ce lien, tempsvélo-charleville.netlify.app. Et quand on va dessus, on voit que c'est ce qu'on cherchait, une carte de ce type. Et surtout, avec ici des liens en bas, des liens d'attribution qui nous permettent de remonter à ce générateur qu'on recherche depuis le début, donc qui est fait par Joachim ici. Alors malheureusement, c'est pas encore parfait parce que malgré tous ces bouts de texte, on ne trouve pas de lien direct vers le générateur. Donc, heureusement, il y a une dernière solution, c'est de poser la question à la FabMob. Donc c'est ce que j'ai fait cette semaine et j'ai eu ma réponse. Et promis, c'est pas un coup monté, je cherchais vraiment l'information. Donc on trouve via le wiki de la Fabrique des mobilités ces deux liens. Donc c'est aujourd'hui les deux générateurs de cartes de ce genre qu'on a identifiés. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un sur sur GitLab et l'autre sur GitHub. Donc c'est déjà super en fait. On a déjà deux projets récents développés relativement activement qui génèrent des cartes vélo. Voici le premier, et déjà bonne surprise, quand on va voir ce lien, on se rend compte qu'il est bien documenté. Donc ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de documentation sur ce projet qui s'appelle Paris à vélo. Il y a une image, enfin une capture d'écran, et surtout, il y a une section qui s'appelle Transposer cette carte pour une autre ville. Donc on peut lire ce qu'a mis l'auteur, et l'auteur nous a très très bien guidé sur le fait de recréer une carte de ce genre. Alors, on va pas le lire ce fichier ensemble, hein, mais en résumé, c'est une très belle carte, ça permet de faire des très belles cartes, mais c'est assez contraignant parce qu'il faut télécharger un fond de carte en SVG, donc SVG c'est un format vectoriel. Ça, c'est pas forcément évident. Ensuite, il faut lister chaque point et lister aussi chaque segment. Donc, on a le point A, B, C, etc. dans notre ville et il faut écrire chaque segment. Donc, AB, AC, AD, BA, etc. Enfin, non, BA, on l'a déjà fait, mais BC, etc. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et pour chacun de ces segments, il faut renseigner le temps de trajet à la main. Donc, ça demande de l'avoir fait en vélo ou alors de faire une estimation sur la base des kilomètres, ce qui est encore pas évident parce qu'il faut déjà mesurer les kilomètres entre ces points. Et heureusement, le deuxième dépôt de code qu'on a trouvé
donc fait par un certain Taf le Vélo, donc c'est son pseudonyme. Il est aussi très bien documenté et il est tout automatisé. Donc ici, on est dirigé plutôt vers GitLab, l'autre plateforme sur laquelle on va se concentrer à partir de maintenant. Et sur cette plateforme, on retrouve les mêmes éléments, un fichier README. Donc, oui, j'ai oublié de le préciser. Donc, README, c'est pas forcément complètement évident, mais ça veut dire lisez-moi. Donc, c'est la chose à lire en priorité. Et comme l'autre, on retrouve des instructions pour mettre à jour les cartes. C'est un peu plus technique ici que le premier. Il a fait un travail qui est davantage orienté vers les développeurs, mais c'est pas grave, on va regarder ça ensemble. Donc, je disais sur ce dépôt, tout est automatisé. Donc, on va simplement lister des points d'intérêt dans la ville. Donc, par exemple, une dizaine de points qui nous semblent essentiels quand on navigue dans la ville, ou peut-être iconiques. Et tout va être fait automatiquement pour produire une carte à la fin sur le web. Voilà, donc la question maintenant, c'est comment contribuer, comment les aider, ou en tout cas pas forcément les aider, hein, on peut le faire simplement pour nous, donc comment créer une première carte ou alors modifier une carte actuelle. Donc la première étape, on va dire la contribution de niveau 0, c'est de poser des questions. Par exemple, on n'a pas compris quelque chose dans le README qu'on vient de voir, donc on va poser des questions, on va demander à l'auteur ou à n'importe qui se retrouve sur cette page qui est publique, bah, comment on fait ça, ou alors j'ai pas compris cette chose. Et ça se passe dans l'onglet Issues, donc qui veut dire ticket, enfin qui est traduit en ticket aujourd'hui en français. Et il faut voir ça comme un forum en ligne où on peut discuter. Donc sur GitHub, ça donne ça, c'est cet onglet-là, Issues ici. Et on voit qu'il y a déjà des questions. Alors, il y en a deux qui sont de moi. Donc, par exemple, j'ai remonté l'information à l'auteur que quand on utilise son application sur un PC avec un écran tactile, ça ne marche pas. Le clic ne marche pas. Donc, on en a discuté ensemble il y a 3 jours. On n'a pas encore de solution, hein, mais c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une information super intéressante d'avoir un bug, d'avoir une remontée de bug. Ici, j'ai fait un autre commentaire. Maintenant, on va regarder sur GitLab comment ça se passe. Alors, je reviens sur la page d'accueil du projet sur GitLab. Et là, c'est un peu différent. C'est pas un onglet en haut, c'est un onglet à gauche. Et cet onglet, il s'appelle Ticket. Donc, mon interface est traduite en français sur GitLab, ce qui n'est pas le cas de GitHub. Et si je vais voir les tickets, bah pareil, ici, j'ai fait des commentaires. Donc, ici, j'ai remonté le problème qui est que la carte est lente à l'usage. Donc, voilà, et l'auteur en fait me confirme qu'il le pense aussi. En fait, il avait juste écrit nulle part et on discute ensemble de quelles seraient les possibles solutions. Voilà, donc pour créer une issue, c'est très simple. Alors j'ai un petit zoom qui cloche là. Donc il suffit de cliquer sur le bouton vert nouveau ticket et de mettre un titre à un commentaire et d'ajouter une description. Donc, par exemple, là, il a gardé en mémoire la dernière description, la dernière question que j'ai mise. Donc ça, c'est le corps du texte, hein. C'est là qu'on écrit, par exemple, il y a un problème sur quelque chose. Et ensuite, on appuie sur le bouton vert pour publier la question. Ce sera public et l'auteur va pouvoir y répondre. La deuxième chose qu'on peut faire pour aider, pour contribuer au projet, c'est de mettre à jour ce fichier README qu'on a vu ensemble. Ça, c'est très intéressant parce que quand on est un peu la tête baissée dans un projet, qu'on a tout en tête, on ne se rend pas compte qu'en fait, l'interface est très austère. Et c'est justement en travaillant ce fichier README qu'on va la rendre accessible à un plus grand nombre. Donc ici, son README est très bien fait. Par contre, sur le GitLab, par exemple, on peut proposer Oula, je suis revenu sur le lien des issues. Donc sur le README, en fait, je peux repérer une erreur et la corriger, par exemple. Et en fait, il se trouve qu'il y a une erreur. Donc je clique sur README, ici dans l'explorateur de fichiers. C'est le fichier qui nous intéresse. Et ici, je clique sur éditer, en haut à droite. Et là, donc là, je suis connecté à GitLab, hein. J'ai mon compte, Maël Thomas. Donc je suis identifié. C'est pas une contribution anonyme. On peut pas vraiment faire de contribution anonyme.
Et là, je suis accueilli par un éditeur de texte et donc je vais changer quelque chose. Donc ici, je me suis rendu compte qu'il avait mis how many time et en fait, je crois que ça se dit plutôt how much time parce que time est innombrable. Donc voilà, ça c'est une petite contribution, c'est minuscule, hein. Mais je peux quand même la faire et normalement l'auteur, on verra ce qu'il dit. Mais normalement l'auteur va être intéressé par ma contribution. Donc là, je dois créer une nouvelle branche, donc que je vais appeler par exemple typo. Et je vais dire ici correction typo. Je vais appuyer sur le bouton vert Commit Changes. Du coup, vous avez constaté, je pense que l'interface de GitLab est malheureusement mal traduite. Il y a des trucs en anglais, il y a des trucs en français, c'est un peu déroutant. Peut-être que ça vaut le coup en fait de la garder en anglais pour avoir une certaine unité. Toujours est-il que là, le bouton est vert, je clique dessus. Et j'arrive sur une page qui s'appelle New Merge Request, donc ça veut dire que je vais faire un changement et je peux donner en fait un nom à ce changement. Donc là, il est pris automatiquement. Et encore en bas, ici, donc la deuxième étape, je fais Submit demande de fusion. J'appuie et là, c'est parti. L'auteur va recevoir une demande de fusion qui s'affiche devant nous. Et cette demande de fusion va corriger l'erreur. Donc voilà, typo. Et si tout se passe bien, le README va être corrigé grâce à moi. Donc, je reviens un peu en arrière sur ce README. Ce README, il est exprimé en .md, donc l'extension du fichier, c'est .md. Ça aurait pu être .doc, ça aurait pu être n'importe quoi. MD, ça veut dire Markdown, c'est un format standard qu'on utilise en général dans le monde du code pour décrire justement ce genre de choses, des descriptions des fichiers texte. Ils permettent de faire plein de choses, donc du gras, de l'italique, etc. Et d'ailleurs, cette présentation que vous voyez là, elle est écrite en Markdown. Donc, elle est ici. Donc voilà, ça c'est la présentation en Markdown. Et c'est très intéressant parce que finalement, ce qu'on voit à gauche, donc ça c'est la source en Markdown, c'est le fichier .md dans la partie noire de l'écran. À droite, ce qu'on voit, c'est une version compilée de ce Markdown. Donc en fait, c'est ce que va voir derrière la cible de mon texte. Et là, ce qu'on voit à l'écran, finalement, c'est du code. À gauche, c'est du code. À droite, c'est le résultat. C'est du code particulier, c'est du code relativement simple, c'est-à-dire pour faire par exemple des listes, il suffit de mettre un tiret, et ce tiret va être interprété en ici une boule. Donc ça reste extrêmement simple, mais c'est du code. Donc voilà, ça on l'a fait. On est allé corriger une petite faute sur le dépôt. L'autre chose qu'on peut faire évoluer sur un dépôt de code, c'est le wiki. Là, je vous dirige vers un autre dépôt de code qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé précédemment, parce qu'ils n'ont pas de wiki en fait. Donc j'ai trouvé un dépôt qui avait un wiki. Donc c'est le même principe, hein. On est sur des fichiers texte, donc c'est encore du Markdown. On peut cliquer sur Edit ici. On peut modifier cette page, donc voilà, c'est assez explicite. Ici, c'est un titre de niveau 3, parce qu'il y a 3 dièses. Et je peux modifier ce titre et rajouter quelque chose. Voilà, un certain nombre de dépôts de code ont des wikis associés pour aller plus loin dans l'explication de ce que fait ce projet. Et maintenant, on va se pencher sur un sujet beaucoup plus intéressant, c'est modifier la donnée. Donc vraiment être acteur du code, du dépôt, ne pas toucher seulement à la documentation, même si c'est déjà une bonne chose, mais vraiment faire évoluer la donnée. Donc ça, c'est un élément dont il faut se rappeler. Même si le code, en général, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui n'est pas développeur, euh, les développeurs essaient normalement de faire en sorte qu'on puisse, enfin, les développeurs séparent le code de la donnée. C'est la bonne pratique en général. Alors des fois c'est compliqué, donc ça ne l'est pas fait si on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est très intéressant parce que ça permet justement aux gens qui ne sont pas développeurs de changer la donnée, de la comprendre, de faire évoluer la donnée. Et c'est déjà une chose très très bien dans un projet open source. Donc là, en pratique, sur notre projet de carte vélo, la donnée, c'est quoi? C'est un fichier .csv. Donc c'est la liste de nos points d'intérêt. Donc nos points d'intérêt, c'est
On le voyait sur la carte, place de la Concorde à Paris, c'est gare de Lyon, c'est gare du Nord, donc notamment les gares, c'est les places centrales, c'est les places de quartier, etc. C'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on veut y mettre. Ensuite, ces points, ils sont exécutés justement par, ils sont traités par le code qui a été fait par Taf le Vélo et que j'ai repris moi derrière. Donc, ils vont tourner sur un serveur pour, au final, nous donner cette carte en ligne, publiée sur un serveur. Alors là, c'est les serveurs de GitLab, hein, vous le voyez ici, donc gitlab.io. Donc c'est hébergé sur GitLab, c'est un projet pour l'instant, un projet de test, hein, donc ensuite on pourra l'héberger ailleurs si on veut. Et donc on obtient cette carte web qui est représentative de nos points qu'on a changés. Et donc ce qu'on va faire ensemble, c'est de modifier ces points pour voir ensemble comment ça marche, comment modifier ça. Et, et je chat. Voir vraiment l'effet de nos actions, de notre modification directement en ligne. Alors, je vais faire un petit aparté sur les formats de données. Donc, on va se concentrer sur 3 formats assez courants. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais ceux-ci sont des formats vraiment courants. Donc, il y a le fichier CSV. On l'a vu, c'est le format des points dont je vous parlais. On a le JSON, qui est aussi très, très utilisé. Et on a le YAML, qui est, on va dire, une version simplifiée de JSON que je trouve très intéressante. Donc, le CSV, ça ressemble à ça. On a une première ligne d'en-tête. Il faut le voir un peu comme un tableur Excel. Donc, ça nomme les colonnes de notre fichier à colonnes. CSV, c'est colonne. Non, pardon, c'est comma separated values. Donc, c'est comma comme virgule en fait. C'est les virgules qui séparent. Donc, on a la première colonne qui est la colonne zoom. On a la colonne requête et on a la colonne nom. Et donc, ici, dans notre première ligne, le zoom, c'est 11. La requête, c'est Gare Montparnasse Paris. Et le nom qu'on va donner à ce point, c'est Montparnasse. Parce que quand on est à Paris, on n'a pas besoin de préciser que c'est la gare et que c'est Paris pour l'utilisateur. La requête, elle est destinée aux algorithmes qui vont chercher ce point, en fait. Par exemple, Google Maps, par exemple, un outil libre. Là, on utilise un outil libre, Open Route Service, je crois. À côté de ça, on a JSON. Donc, c'est un format qui est différent parce qu'on n'aura pas d'en-tête en haut. En fait, l'en-tête va être répétée pour chaque point. Donc, c'est un peu plus explicite. Ici, le zoom, c'est 11. La requête, c'est, voilà, vous comprenez. Le désavantage de JSON, c'est qu'il y a des crochets, il y a des accolades, il y a des guillemets un peu partout, il y a des virgules en fin de ligne. Donc, voilà, il y a beaucoup de bruit visuel, en fait. Donc c'est pour ça qu'on introduit le nouveau format qui est YAML, qui est en fait une version de JSON un peu simplifiée. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'ici j'ai oublié de spécifier le zoom. Donc, ah non, c'est juste qu'il s'affiche pas. Ok, il s'affiche pas sur mon slide. Donc c'est comme JSON, sauf que c'est un peu plus naturel. On fait un tiret pour dire qu'on fait un nouveau point. Et on dit zoom 2.11, requête 2 points à la requête, nom 2 points Montparnasse. C'est un peu plus simple. Voilà. Donc je dis pour blaguer hein, que c'est un peu le vélo hollandais des formats de données, vu qu'on est dans le thème vélo. L'idée c'est que c'est pas un format qui est très performant, c'est pas un format qui est. Il y a beaucoup on va dire de puristes qui ne l'aiment pas, mais ça reste vachement accessible en fait. Ça permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de ces formats de données de contribuer relativement facilement. Donc là, on va passer à l'étape suivante qui est le fait de modifier les points de la ville. Donc tout simplement, ça commence assez facilement. On va sur le dépôt de code en question. Donc là, ce dépôt, en fait, vous voyez ici que c'est l'AM, donc ça c'est mon pseudo à moi, temps vélo, parce que je l'ai cloné pour qu'on puisse travailler dessus sans déranger le travail de Taf le vélo qui a été fait et qui est sur son compte à lui. On va simplement rentrer dans le dossier data, ici. Et dans ce dossier data, on voit qu'on a plusieurs fichiers. Donc ici, j'ai brest.csv. Donc ça, c'est le CSV, je rappelle, c'est le premier format qu'on a vu. On a landerneau.csv, donc c'est une petite ville pas loin de Brest que je connais bien.
et on a Paris.csv. J'ai désactivé Rennes parce qu'il avait beaucoup de points et donc voilà, c'est un peu plus compliqué puisque ça a été fait par l'auteur original et c'est très complet. On va se concentrer sur des choses plus simples. Donc, si j'ouvre par exemple Paris, j'ai accès ici au CSV de Paris, donc on retrouve l'entête. C'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai montré, mais ça reste quand même accessible. La première ligne, elle est assez explicite. On a le zoom, ensuite on a deux colonnes qui ne sont pas renseignées, c'est pas grave. Et ensuite on a place de l'étoile, Paris, et puis étoile, parce que encore une fois, quand on est à Paris, on n'a pas besoin de préciser, tout le monde sait ce que c'est étoile, à quoi ça fait référence. Et là, on va simplement cliquer sur éditer, encore une fois, comme on avait fait pour le readme, le bouton bleu, et on va ajouter une ligne. Et là, je vous invite à le faire en fait de votre côté, à côté. Je vais mettre le lien direct du fichier ici sur, sur la conversation. Hop. Tac. Vous pouvez cliquer sur ce lien et faire comme moi, c'est-à-dire cliquer sur le bouton éditer et rajouter une ligne en fait à ce fichier. Donc par exemple, tac, je reprends. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on copie-colle, hein, c'est la base de tout. Donc là, je copie-colle la ligne précédente et je vais la modifier. Donc là, il y a Gare de l'Est, il y a Gare Montparnasse. Je crois qu'il manque Gare de Lyon. Donc on va mettre Gare de Lyon et on va l'appeler Gare de Lyon ici. Donc le virgule Paris, c'est pour l'algorithme de traitement, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une Gare de Lyon ailleurs en France. Ou il se pourrait que l'algorithme d'ailleurs se trompe avec une gare à Lyon. Alors, je regarde la conversation. Tac. Tac. Voilà, donc j'ai ajouté ma ligne et je fais Commit Changes en bas, le bouton vert. Alors, la différence entre ce que vous voyez là, ce que j'ai fait moi, et ce que vous ferez vous, c'est que moi j'ai les droits sur ce dépôt, c'est-à-dire c'est moi l'auteur, donc j'ai les droits évidemment. Et ce que vous devez faire, vous, en plus de ça, c'est de cliquer sur le bouton Fork. Donc, Fork, ça veut dire fourchette, ça veut dire que vous allez devoir, comme moi je l'ai fait par rapport à l'auteur original, vous allez devoir faire votre propre version de ce dépôt. Comme ça, vous pourrez travailler dessus sans avoir besoin de droits particuliers, de permission. C'est comme ça, en général, qu'on commence. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que si on fait des contributions intéressantes, l'auteur va nous donner accès pour que ça simplifie et qu'on n'ait pas à travailler sur ce fort, qu'on puisse tous travailler sur la même URL, la même adresse. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a amélioré ou on a ajouté une ligne. Là, on en a ajouté une. On a saisi un message de commit. Alors, oui, je l'ai fait rapidement. On l'a pas vu. En fait, j'ai simplement validé le défaut qui était proposé. On a cliqué sur Commit Changes. Et là, ça, moi, j'ai pas eu à faire cette étape-là, mais vous devrez le faire. Vous devrez appuyer une deuxième fois sur un bouton vert qui est intitulé Submit demande de fusion, comme on l'avait vu tout à l'heure pour le fichier README. Et on garde un temps par la suite pour répondre aux questions si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. C'est pas une interface très intuitive, j'en ai bien conscience. Voilà. Donc, ce qui se passe maintenant, une fois que j'ai fait cette modification, j'ai ajouté Gare de Lyon, c'est que les serveurs ont été déclenchés pour traiter cette nouvelle version du code. Donc là, on le voit ici avec le petit croissant bleu, donc qui nous dit que c'est en cours. Le travail est en cours, il est en train d'être modifié actuellement. Donc je peux voir ici que les data, la génération des données, donc ça c'est l'étape où on va aller euh, interroger un algorithme qui va comprendre, qui va récupérer les coordonnées de nos points. Donc ça s'est bien passé, c'est en vert, il y a une coche, ça marche. Et là, l'étape de build, donc de construction du site, elle est en cours. Et bien tiens, elle vient de terminer, voilà, en direct. Et la dernière étape, c'est l'étape de déploiement, c'est-à-dire qu'on on a notre site, on va le mettre sur un serveur pour l'exposer au monde, pour qu'il soit accessible à tout le monde. Et ça, c'est en cours aussi. Voilà, donc le temps qu'on
Je vais rafraîchir parce que des fois c'est fini et on ne le voit pas. Mais ça va être fait bientôt. Et qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, j'ai un lien qui est automatiquement généré par GitLab pour moi. Donc c'est lam.gitlab.io. Lam, c'est mon pseudo. Slash le nom du projet en cours, donc temps vélo. Et donc là, on peut voir du coup qu'on a 3 villes. Ces 3 villes correspondent exactement aux 3 fichiers qu'on a vus dans le dossier. Et là, on vient de modifier Paris. Donc on peut aller voir à quoi ressemble Paris. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas incroyablement beau, hein, mais on commence à voir le style de carte qu'on veut, des points et des distances entre ces points. Ces distances sont des estimations basées sur un cycliste moyen. Voilà, pas trop rapide, pas trop lent. Donc, par exemple, 17 minutes entre Gare de Lyon et Gare de l'Est. Et du coup, on constate que Gare de Lyon est bien apparu. Donc, d'ailleurs, j'aurais pu vous montrer la version avant, sans Gare de Lyon. Mais Gare de Lyon vient d'être mis à jour là, il y a 30 secondes. Voilà, on a un nouveau point, donc on peut zoomer. Donc, vous voyez là, quand je zoome, il y a quelques problèmes de performance. C'est ce que j'ai évoqué dans l'issue, dans le ticket que j'ai fait. Voilà, alors là, je vois dans mes notifications, ici en haut à droite sur GitLab, c'est un peu comme Facebook, on a un bouton bleu qui apparaît quand on a une notif. Je vois qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, il me dit The build failed pour ma correction d'une typo qu'on a faite tout à l'heure. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le serveur a essayé de faire tourner la compilation pour cette modification-là et ça c'est en échec, donc ça n'a pas marché. C'est pas grave, je regarderai ça par la suite. Rien d'alarmant, c'est sur l'autre dépôt de l'auteur. Finalement, on va terminer sur quelque chose d'un tout petit peu plus ambitieux, c'est d'ajouter une ville. Et en fait, vous le verrez, c'est pas du tout ambitieux, c'est à peu près ce qu'on vient de faire. La seule différence, c'est qu'il faut ajouter un fichier. Donc cette fois-ci, je reviens sur GitLab. Hop. Pardon, c'était GitHub, je me trompe, je suis trop habitué. Donc je reviens sur le dossier de data, toujours pareil. Et ici, plutôt que de d'appuyer sur, de cliquer sur, par exemple, Paris, je vais cliquer sur plus en haut et je vais faire nouveau fichier. Donc là, on est vraiment dans un explorateur de fichiers comme on en a sur Windows ou sur n'importe quelle plateforme qu'on utilise. Je vais nommer ce fichier, par exemple, je ne sais pas en fait quelle ville je veux faire, mais par exemple, je peux partir sur Nancy parce que moi, personnellement, j'ai fait mes études à Nancy. Donc, je vais l'appeler nancy.csv comme les autres. Et là, donc, ce que je vous disais, c'est que je suis incapable de reproduire le fichier tout seul. Donc, en fait, on va simplement faire un copier-coller. Donc, on va prendre un fichier existant, je copie le texte, je le colle ici. Comme ça, j'ai le format qui est fait pour moi. Je vais supprimer les lignes et je vais simplement modifier les, euh, euh, les nouvelles lignes. Et par exemple, à Nancy, ben, une des places importantes, évidemment, c'est la gare. Je vais mettre gare Nancy. Hop, je vais l'appeler gare. Et comme deuxième point, je vais mettre le stade. Alors, je suis pas très foot, donc je ne sais pas comment s'appelle le stade, donc je vais aller voir ce que c'est. Si vous savez, vous pouvez me dire, ça ira plus vite. Je suis foot, mais ça, je sais pas. Tac, donc là je suis à Nancy. Le stade, il est quelque part par là. Tac. Je crois que c'est ça, on va rechercher. Marcel Picot, voilà, ça me revient. Je reviens sur mon édition de fichier, je vais mettre Marcel Picot, virgule Nancy.
Là, je pense que j'aurais pu ne pas mettre Nancy parce que c'est extrêmement spécifique. Il ne doit pas y avoir 36 stades Marcel Picot en France. C'est bien un T, ouais, c'est bien un T. Et je vais l'appeler stade de foot. Voilà. Et pour que ça ressemble quand même à quelque chose, notre carte, on va mettre un troisième point pour que ça fasse un triangle. Et ce troisième point, ça pourrait être le jardin. Non, ça pourrait être la place Stanislas. Donc c'est une place très connue à Nancy. Je galère un peu avec les zooms, désolé. Qui est à côté du parc de la Pépinière. Donc c'est cette place-là, la place Stanislas. Voilà. Place Stanislas, Nancy. Et je vais même l'appeler la place Stan parce que c'est le diminutif. Et je crois que c'est bon. Alors, je suis pas à l'abri d'une erreur, hein. Je peux avoir oublié de faire quelque chose, mais je crois que c'est bon. Et je vais décrire en fait ici mon commit je vais le nommer ajout d'une ville de point Nancy. Là, on peut mettre ce qu'on veut, hein, c'est du texte, il n'y a vraiment pas de souci. Et je vais faire commit changes. Donc là, je vais committer directement sur master. Donc ça veut dire que je vais mettre directement en production parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on pourra revenir dessus par la suite. Voilà, je commit. Donc là, on voit que j'ai un commit, c'est ce qui s'affiche devant nous. Il s'appelle ajout d'une ville Nancy et on voit que j'ai une nouvelle ligne. Pardon, j'ai un nouveau fichier entier. Je suis resté sur l'exemple d'avant. Et si je reviens sur le dépôt, je vais voir que mon croissant est redevenu bleu. Une nouvelle étape de compilation est lancée automatiquement avec ce nouveau commit. Et on en revient à l'étape data. Donc là, il va aller interroger ces nouveaux points de données qu'il ne connaît pas encore, la Plastane, etc. à Nancy, en sachant que les autres sont déjà connus. Il ne va pas refaire les requêtes. Il y a un système, ce qu'on appelle de cache, qui évite de refaire les requêtes d'avant et donc qui accélère un peu ce process. Voilà, donc maintenant, si tout se passe bien, ce serait beau. Il y aura une nouvelle ville sur notre site, tout simplement grâce à l'ajout de ce fichier CSV pour Nancy. Voilà, faut croiser les doigts maintenant. Voilà, donc c'est cette URL-ci. D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas donnée, donc je vais la mettre dans les commentaires, ce sera plus simple. Voilà, ça devrait apparaître là. Alors, en attendant que ça compile, un dernier point. À ce niveau-là, en fait, on pourrait se dire, c'est bon, on a notre site, on a nos 3 villes ou nos 4 villes. Est-ce qu'on a terminé ce projet Et la réponse, en général, c'est non. Le, le propre d'un projet de code, c'est qu'il va tout le temps évoluer. Alors, il va soit évoluer parce qu'on va faire des modifications, on va ajouter de la documentation, ajouter des villes, on va modifier le style pour les rendre plus jolis. Là, vous avez vu, c'est quand même relativement brut. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire quelque chose qui ressemble plus à une infographie de journal. On peut améliorer la performance. Comme on a vu, il y avait des problèmes de performance. On peut mettre une option, par exemple un champ qui permet de choisir le profil de cycliste. On peut avoir par exemple un profil je vais au boulot très rapidement le matin avec un vélo de course. On peut faire en fait énormément de choses et c'est ça l'intérêt notamment de l'open source, c'est que moi j'aurais peut-être fini de travailler sur ce projet-là parce que j'aurais d'autres choses à faire à côté. L'auteur taffe le vélo, il va peut-être passer à autre chose aussi, mais potentiellement d'autres vont se saisir de ce code-là. Peut-être que dans un futur hypothétique, le journal Le Parisien va trouver ça sympa d'avoir des cartes pour toutes les villes et va se saisir de ce code-là, passer 2 semaines à coder dessus et l'améliorer pour en faire une publication avec, j'en sais rien, 1000 villes en France. On ne sait pas en fait ce qui va se passer. C'est ça qui est beau dans la contribution à l'open source. Et potentiellement, ce projet qui est hébergé chez moi, il va s'arrêter. Mais derrière, quelqu'un va le forker à la suite. Et ce fork va devenir en fait l'instance principale activement développée de ce projet de carte minute vélo. On verra.
L'avenir nous le dira. Et en attendant, voilà, tout est vert. Ça, c'est plutôt bon signe. Je vais aller voir euh, sur le lien que je vous ai envoyé. Alors là, j'ai pas Nancy. Euh, il faut savoir que les navigateurs, donc là, je suis sur Firefox, cachent souvent les informations pour éviter de faire des requêtes additionnelles et perdre du temps et de la donnée. Donc si je fais si je fais F5, j'espère qu'il y aura. Ouais, c'est bon. Donc j'ai fait F5. Il est allé récupérer une version toute fraîche du site et on voit Nancy apparaître. Alors c'est en bleu clair parce que j'ai pas encore cliqué sur le lien. Et si je clique dessus, magnifique, ça marche. Donc j'ai mes 3 points là qu'on a spécifiés ensemble. La Plastane, la gare, le stade de foot. On peut constater que cette distance de la gare au stade de foot qui traverse quand même l'essentiel de la ville de Nancy, le centre est autour de la Plastane, ça fait que 13 minutes. Alors on pourra vérifier hein, si c'est cohérent avec des gens qui connaissent, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On traverse Nancy en 13 minutes de vélo à un rythme moyen. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette deuxième session et maintenant on peut passer aux questions. Alors, il y a des chances que cette réunion se termine à 16 heures pile. Donc maintenant, je vous laisse la parole. On a moins de 10 minutes. Merci Maël. Je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est à tester, à peaufiner pour aller plus loin. En tout cas, moi, je trouve très intéressant. En tout cas, je pense que je vais essayer d'en faire plus. Ça marche. Super. Là, c'était un peu rapide, hein, donc si vous avez une demi-heure à passer, n'hésitez pas à suivre les slides et à essayer d'ajouter une ville, comme je l'ai fait devant vous, Ok. et voir si ça marche en fait. Et si ça marche pas, ben, on verra ensemble ce qui s'est passé. Ok. Merci Maël, top. Une seule question, quand quelqu'un fork donc ce que tu as créé, est-ce Ouais. que vu que tu es à l'origine du projet, est-ce que tu suis automatiquement est-ce que tu as enfin voilà, est-ce que tu es au courant Ben, de c'est ce qui une se bonne passe? question. Je pense que oui, je pense que j'aurai une notification en haut à droite qui me dira quelqu'un, donc cet utilisateur, par exemple Méline, a forqué votre dépôt de code et ça me permettra de voir ce que tu vas en faire. Après, il faut aussi savoir que tu peux éventuellement prendre mon code et le forquer de façon privée. C'est-à-dire, tu peux prendre mon code et bosser dessus de façon privée sans que je puisse voir ce qui se passe. Tu as tout choisir parce que la licence qu'on utilise ne t'empêche pas de le faire. Ok, On aurait pu utiliser une licence qui t'aurait contraint à republier tes modifications. Mais oui, pour revenir à ta question, je verrai une petite boule bleue en haut qui me dira quelqu'un a forqué ce que vous avez fait. d'accord. Et du coup, si je suis là sur le GitLab sur ton GitLab, je fork, c'est ça? Ouais, alors en français, fork, ça s'appelle créer une divergence. Donc, D'accord. c'est en haut à droite. Donc là c'est il faut aller sur ton vélo, d'accord, ok. Ouais, ça, c'est la page principale. C'est le nom d'utilisateur slash le nom du projet. C'est la Ok. page d'accueil, on va dire, avec plein, plein, plein d'informations très riches sur le projet. Et après, le fait que ça apparaisse sur le site que tu as créé toi, il n'y a que toi qui peux le faire ou moi si je le. Ouais, excellente question. En fait, il se trouve que la partie serveur, la partie compilation, elle est spécifiée dans un fichier qui s'appelle GitLab CI. Donc CI, ça veut dire intégration continue. C'est-à-dire qu'à chaque changement, le serveur est déclenché. C'est ça que ça veut dire intégration continue. Donc en fait, c'est embarqué dans GitLab. On utilise les capacités de GitLab. Et ça fait que quand tu vas le forker,
tu vas toi-même profiter de tout ça. Donc en fait, en forquant ce projet, tu vas créer un nouveau site web automatiquement qui va s'appeler non pas lam.gitlab.io, mais qui D'accord. va, lâche ton vélo, qui va s'appeler par exemple gabriel.gitlab.io. Ou par exemple, si c'est la FabMob qui D'accord. le code, ce sera FabMob. Et alors, il y a juste une exception à ça, il y a juste une spécificité, on va dire une subtilité. C'est que là, comme je vous disais, on utilise un algorithme qui va transformer les noms de villes pardon, les noms de points qu'on a donnés en des coordonnées pour générer le site. Et il se trouve que ce service, en fait, il demande une clé d'enregistrement. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit et donc il ne faudrait pas que les gens en abusent. Donc moi, j'ai ma clé. Et toi, dans ton fork, en fait, tu vas devoir spécifier une nouvelle clé que tu vas devoir récupérer toi-même. Et ça, heureusement, c'est documenté dans le README. Donc, si je vais ici, voilà. Donc, c'est ce que je disais, when using GitLab CI, euh, tu dois mettre une clé d'API du service OpenRoute qu'on utilise ici, OpenRoute Service. Et Mhm. donc là, tu as un guide pour le faire. En fait, c'est 3-4 étapes à cliquer sur des boutons et à faire un copier-coller à la fin. D'accord. Et du coup, ce sera toi qui sera identifié pour faire les requêtes Ouais. voilà, du service. Ça aurait pu être encore plus automatisé, hein. Moi, j'aurais pu rendre public ma clé, ou alors on aurait pu utiliser un autre service qui aurait fait ça automatiquement. Mais bon, là, j'ai repris ce qui existait, hein, ce qui a été fait par l'auteur du projet. Voilà. Je pense juste à une dernière chose qui peut être très intéressante. Là, je vous ai montré comment contribuer en ajoutant des données sur GitLab. Alors, évidemment, ce qui est possible, c'est carrément d'embarquer l'édition euh, des points sur le site. C'est-à-dire que là, je pourrais avoir ici un bouton créer une nouvelle ville. Et ce bouton, il pourrait tout simplement automatiser ce que je vous ai décrit là, ce qu'on a fait avec plusieurs clics et Mhm. quelques ajouts de texte. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que ça demande quand même un peu de travail, un peu de développement. Donc c'est pour ça que GitLab et GitHub sont des outils très très riches qui nous évitent de développer ce genre de features personnalisées et qui sont quand même assez coûteuses. Là, pour faire un bouton qui va faire ces changements automatiquement, ça peut quand même prendre 2-3 jours de travail pour le faire de façon très intuitive. Donc d'où l'intérêt en fait de savoir et de former pour pouvoir éditer directement les données sur GitHub et GitLab.